Un jour avant notre divorce, mon mari est monté sur le lit, et j'ai eu un frisson. Que se passe-t-il? Il a murmuré, juste une dernière fois. Puis soudain, son téléphone s'est allumé. Le message sur l'écran m'a glacé. Un jour avant notre divorce, mon mari est monté dans mon lit pour la première fois en près de 6 mois. J'ai eu un frisson quand le matelas a cédé sous son poids. Que se passe-t-il? Ai-je murmuré. Il m'a regardé dans l'obscurité. Et a dit doucement, presque tendrement, juste une dernière fois. Puis il a posé son téléphone sur ma table de chevet, à côté de moi, et une seconde plus tard, l'écran s'est allumé. L'aperçu du message a flashé avant qu'il ne puisse l'atteindre, a-t-elle déjà tout signé? Et à ce moment-là, allongé à côté de l'homme que j'avais aimé. Pendant 14 ans, j'ai réalisé que mon mari n'était pas monté dans mon lit. Parce qu'il m'aimait encore. Il y était monté parce qu'il pensait que j'étais assez faible pour me manipuler une dernière fois. Claire Morrison croyait autrefois que la trahison arrivait bruyamment, avec des portes qui claquent, des taches de rouge à lèvres, ou des voisins qui chuchotaient par-dessus les clôtures, dans les cuisines de banlieue. Elle pensait que les mariages se terminaient par des désastres spectaculaires. Que les gens pouvaient ensuite désigner en disant « c'est à ce moment-là que tout s'est effondré ». Mais la vraie trahison, elle l'a apprise à 38 ans, arrivait discrètement. Elle arrivait dans de longs silences pendant le dîner, dans des messages non répondus, dans des listes d'épiceries séparées. Scotchée au même réfrigérateur, dans la façon dont son mari ne levait plus les yeux quand elle entrait dans une pièce. Leur maison à Nippville, dans l'Illinois, avait autrefois semblé chaleureuse. Chaotique, vivante, avec des projets scientifiques séchant sur le comptoir de la cuisine, des crampons de football abandonnés près de la porte du garage, Ethan fredonnant en faisant du café avant le travail. Maintenant, l'endroit semblait mis en scène, comme une maison ouverte où personne ne vivait réellement. Leur fille, Lily, avait commencé à passer plus de temps chez des amis, sans que l'un ou l'autre parent ne pose trop de questions. Les enfants sentaient toujours le temps qu'ils faisaient à l'intérieur d'un mariage. Avant que les adultes n'admettent qu'il y avait une tempête. Claire travaillait 12 heures par jour comme infirmière en chirurgie à l'hôpital Édouard, et l'épuisement était devenu le moyen le plus facile d'éviter de penser à son mariage. Ethan travaillait en centre-ville pour une entreprise de logistique financière, portait des costumes sur mesure qui sentaient légèrement le parfum cher et les trains de banlieue, et était lentement devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Ou peut-être, se demandait-elle parfois tard la nuit, avait-il toujours été cette personne? Le divorce lui-même avait été étrangement calme. Pas de cris. Pas d'assiettes jetées contre les murs. Ethan s'était simplement assis en face d'elle, à l'îlot de la cuisine, un soir pluvieux de février, et avait dit « Je ne pense pas que nous nous rendions heureux l'un l'autre, plus maintenant. » Cette phrase avait atterri avec une douceur terrifiante, car au fond, Claire savait qu'il avait raison. Du moins, elle pensait que c'était la vérité. Maintenant, 3 mois plus tard. Les papiers restaient non signés dans un dossier gris sur le bureau d'Ethan, à l'étage. Leur audience de médiation était prévue pour vendredi matin. Une signature de plus, et 14 ans deviendraient de l'histoire ancienne. Claire aurait dû dormir cette nuit-là. Elle avait un service tôt le lendemain matin, et ses pieds lui faisaient encore mal à force de rester debout dans une salle d'opération pendant la majeure partie de la journée, mais le sommeil était devenu peu fiable ces derniers temps, arrivant par fragments au lieu du réconfort. Alors, quand Ethan a doucement poussé la porte de la chambre vers minuit, elle s'est immédiatement redressée. Pendant une seconde, elle a réellement cru que quelque chose de terrible s'était produit. « Lily » a-t-elle demandé. Instinctivement. « Elle va bien » a-t-il dit. La chambre était sombre, à l'exception de la lumière ambrée de la rue qui filtrait à travers les rideaux. Ethan se tenait là, portant un jogging gris et un vieux t-shirt d'université que Claire n'avait pas vu depuis des années. Cette vision la frappa d'une manière inattendue,
car elle lui rappelait l'homme qu'elle avait épousé avant que les promotions, l'argent et la distance ne le vident de l'intérieur. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle de nouveau, plus doucement cette fois. Au lieu de répondre immédiatement, Ethan contourna le lit et se glissa à côté d'elle. Le matelas s'affaissa sous son poids, et le corps entier de Claire se raidit. Automatiquement. Ils n'avaient pas partagé de lit depuis des mois. Ethan dormait dans la chambre d'amis depuis janvier. Il s'appuya contre la tête de lit, soufflant lentement, puis posa son téléphone, face vers le haut, sur sa table de chevet, à côté de la lampe. Ethan, il se tourna vers elle. Même dans l'obscurité, son expression semblait fatiguée. Juste une dernière fois, murmura-t-il. Les mots glissèrent dans sa poitrine comme un couteau, enveloppé de velours. Car malgré tout, malgré la distance, la paperasse, la froideur qui grandissait entre eux depuis des années, une petite partie humiliante de Claire l'aimait encore. Elle se détestait pour cela, mais l'amour ne disparaissait pas simplement parce qu'il devenait gênant. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne bougea. Claire pouvait entendre le léger ronronnement du ventilateur de plafond et le trafic lointain à l'extérieur. La main d'Ethan effleura la sienne légèrement sur la couverture, hésitante, presque incertaine, et les souvenirs affluèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Leur premier appartement à Aurora, mangeant des plats chinois à emporter par terre parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des meubles, tenant Lily. Pour la première fois dans une chambre d'hôpital remplie d'un bonheur épuisé. C'était ça, la chose cruelle avec les fins. Votre esprit insistait pour rejouer. Le début. Claire déglutit difficilement. C'était peut-être le deuil, pensa-t-elle. Peut-être que deux personnes pouvaient se rater pendant des années et toujours pleurer ce qu'elle avait été. Peut-être qu'Ethan voulait simplement dire au revoir dans la seule langue qui leur restait. Puis son téléphone s'alluma à côté de son visage. L'écran lumineux traversa instantanément l'obscurité. Et parce qu'il était à quelques centimètres de ses yeux, parce qu'Ethan avait négligemment laissé les aperçus d'eux. Messages activés, parce que le destin aimait parfois la cruauté, Claire lut le texte avant même qu'il ne réalise qu'il était apparu. A-t-elle déjà tout signé? Le message venait de quelqu'un enregistré sous le nom de Vanessa. Claire se glaça. Pas en colère, au début. Glacée? Le genre de froid qui commençait dans l'estomac et se répandait jusqu'à ce que même respirer semble étrange. Ethan se jeta sur le téléphone, trop tard. Son expression changea la seconde où il réalisa qu'elle l'avait vu. Aucun d'eux ne parla. Claire le regarda, et soudain, le moment entier se réorganisa dans sa tête, comme du verre brisé retrouvant un nouveau motif. La tendresse, la nostalgie, le timing, lui grimpant dans son lit la nuit avant qu'elle ne signe les papiers finaux. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une stratégie. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Claire. Non. Elle retira sa main de là. Sienne si vite que ça lui fit presque mal. Ethan resta figé, serrant son téléphone maintenant, mais le mal était déjà fait. Claire pouvait le voir sur son visage. Pas de culpabilité pour une autre femme. Pas même de honte. De la panique. Parce qu'il avait été pris trop tôt. Qu'était censé accomplir cette nuit, exactement, demanda-t-elle doucement. Ce n'est pas ce que tu penses. Chaque mari infidèle en Amérique a probablement prononcé ces mots exacts à un moment donné. Claire rit une fois sous son souffle, mais il n'y avait aucune humour dans ce rire. A-t-elle déjà tout signé? Répéta Claire lentement. C'est ce qu'elle t'a envoyé pendant que tu étais dans mon lit. Ethan se frotta une main sur la mâchoire. Vanessa travaille avec moi. Elle sait que le divorce est demain et elle s'inquiète de savoir si j'ai tout signé. C'est compliqué. Non, dit Claire doucement. Je pense que c'est en fait très simple. Ethan commença à parler alors,
trop vite, trop prudemment, mais Claire l'entendait à peine. Quelque chose en elle avait changé de façon permanente en ces quelques secondes. Jusqu'à ce soir, elle croyait que son mariage s'était terminé parce que deux personnes s'étaient éloignées, douloureux, mais humains. Maintenant, elle comprenait quelque chose de bien plus laid. Quelqu'un attendait sa signature, attendait qu'elle s'en aille tranquillement. Et soudain, Claire se souvint de toutes les choses étranges qu'elle avait ignorées au cours des derniers mois. Ethan poussant à la médiation au lieu du tribunal. Son calme inhabituel concernant le partage des biens. La pression subtile pour que les choses restent faciles. La façon dont il insistait pour qu'elle n'ait pas besoin de sa propre révision financière, parce qu'ils étaient des adultes à ce sujet. Une pensée terrible s'installa. Et si le règlement de divorce n'était pas du tout juste? Ethan tendit la main vers elle avec précaution. Claire, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Mais pour la première fois depuis des années, Claire ne voulait pas d'explication. Elle voulait la vérité. Et au fond, elle savait déjà que la vérité allait coûter bien plus que son mariage. Claire ne dormit pas après qu'Ethan eut quitté la chambre. Vers 1h30 du matin, il rapporta tranquillement son oreiller dans la chambre d'amis, sans autre dispute, sans autre excuse. Et d'une certaine manière, ce silence sembla plus insultant que s'il lui avait crié dessus. Claire resta assise droite contre la tête de lit longtemps après que la lumière du couloir eut disparu sous la fente de la porte. La maison était complètement immobile, à l'exception du réfrigérateur qui ronronnait en bas et du craquement occasionnel de l'hiver s'installant dans le bois. Elle ne cessait de rejouer le message dans son esprit. A-t-elle déjà tout signé? Pas, comment vas-tu? Pas, ça va? Pas même. L'aimes-tu encore? Le message semblait transactionnel, impatient, comme quelqu'un qui attend que les papiers soient en règle avant de récupérer un colis. Claire regarda le plafond jusqu'à près de 3 heures du matin. Et quelque part entre l'épuisement et l'humiliation, son chagrin commença lentement à changer de forme. Il durcit, devint plus acéré, plus ciblé. Pendant des mois, elle s'était blâmée pour l'échec du mariage. Elle pensait qu'elle travaillait peut-être trop. Qu'elle avait peut-être cessé d'essayer, qu'elle était peut-être devenue émotionnellement fatiguée d'une manière qu'Ethan ne pouvait plus tolérer. Les femmes comme Claire étaient élevées pour se remettre en question en premier lieu. Chaque fois que quelque chose se brisait. Mais allongée là dans l'obscurité, elle commença à se souvenir des choses différemment. Ethan insistant pour qu'il refinance la maison 2 ans plus tôt parce que c'était le bon moment. Ethan gérant soudainement la plupart de leurs investissements lui-même. Ethan la décourageant de poser des questions. Parce que les discussions financières la stressaient. À l'époque, Claire interprétait ces choses comme de la confiance. Maintenant, elle ressemblait beaucoup plus à du contrôle. À 6 heures du matin, elle avait pris une décision. Elle annula son service à l'hôpital pour la première fois en près de 8 mois. Puis elle attendit qu'Ethan parte au travail. Il descendit vers 7h30, vêtu d'un de ses costumes bleu marine, portant la même mallette en cuir qu'il utilisait depuis des années. Son expression semblait prudente, répétée. Claire se tenait au comptoir de la cuisine, versant du café quand il entra. « Bonjour », dit-il prudemment. La normalité du mot la fit presque rire. « Bonjour. » Ethan hésita, à propos. D'hier soir, je suis fatigué, Ethan. Cette partie-là était au moins vrai. Il étudia son visage comme s'il essayait de déterminer l'ampleur des dégâts. Claire garda son expression neutre, épuisée, illisible. Des années de travail en chirurgie lui avaient appris à rester calme tandis que le chaos se déroulait à quelques centimètres de ses mains. Je ne veux pas que nous rendions cela plus laid que ce n'est déjà, finit par dire Ethan. Claire le regarda par-dessus le rebord de sa tasse de café. Cette phrase resta avec elle longtemps.
Après son départ. Pas, je suis désolé. Pas, je peux expliquer. Juste un avertissement déguisé en préoccupation. À 8h15, Ethan recula sa BMW 2. L'allée est disparue en direction de la gare. Claire attendit encore 10 minutes. Avant de monter à son bureau à domicile. Son pouls battait assez fort pour lui. Engourdir le bout des doigts. Le bureau sentait encore légèrement l'eau de colonne d'éthane et l'encre d'imprimante. Tout semblait douloureusement organisé, bureau propre, certificat d'affaires. Encadré, étagère garnie de livres sur le leadership que les gens achetaient. Surtout pour impressionner d'autres hommes dans les bureaux. La lumière du soleil filtrait à travers les stores sur le dossier gris, posé exactement là où Claire se souvenait de leur papier de divorce. Elle l'ouvrit lentement. À première vue, tout semblait raisonnable. La maison serait vendue, les comptes de retraite divisés, la garde partagée de Lily organisée équitablement, mais Claire remarqua alors quelque chose d'étrange. Plusieurs comptes d'investissement figurant dans d'anciennes déclarations de revenus étaient entièrement manquants. Son estomac se serra. Elle se précipita en bas, attrapa la boîte de classement qu'il gardait dans le placard du couloir et commença à étaler de vieux dossiers financiers sur la table de la salle à manger. Déclaration de revenus, papiers hypothécaires, relevés de retraite. Plus elle cherchait, plus elle devenait froide. 2 comptes contenant près de 200 000 $ étaient introuvables dans les divulgations de divorce. Claire resta figée sur sa chaise de salle à manger, tandis que la lumière du soleil matinal se glissait lentement sur le parquet. 200 000 $? Ce n'était pas une omission. C'était une dissimulation. Son premier réflexe fut l'incrédulité. Ethan pouvait être égoïste, émotionnellement distant, même arrogant. Mais cacher des biens matrimoniaux pendant un divorce était quelque chose de différent. Cela relevait d'une trahison délibérée. Puis un autre souvenir fit surface. 3 semaines plus tôt, Ethan avait mentionné avec désinvolture vouloir éviter les coûteux drames judiciaires parce que les avocats ne faisaient que compliquer les choses. À l'époque, Claire avait apprécié sa maturité. Maintenant, elle comprenait exactement pourquoi il voulait la maintenir dans l'ignorance. À midi, elle était assise dans un petit cabinet d'avocats du centre-ville de Nipville, en face d'une avocate spécialisée dans les divorces, Denise Holloway. Denise avait une cinquantaine d'années, le regard vif, élégante sans forcer, le genre de femme qui rayonnait de compétences en 30 secondes de conversation. Des photos de famille ornaient un côté de son bureau, tandis que d'épais livres de droit occupaient l'autre. Claire lui fit immédiatement confiance. Après avoir examiné les documents tranquillement pendant plusieurs minutes, Denise retira ses lunettes et s'adossa à sa chaise. À quel point êtes-vous familière avec les finances de votre mari, demanda-t-elle. Claire eut un sourire sans humour. Apparemment, pas beaucoup. Denise tapota légèrement les relevés de compte manquants. Cela ne disparaisse pas accidentellement. Claire sentit la gêne monter à son visage. J'aurais dû faire plus attention. Non, dit Denise fermement. Vous avez fait confiance à votre conjoint. Ce n'est pas la même chose. Entendre une autre femme dire cela fit presque pleurer Claire. Au lieu de cela, elle ravala ses larmes. Denise continua d'examiner attentivement les papiers. Savez-vous qui est Vanessa? Claire cligna des yeux. Quoi? Ces virements, dit Denise, en montrant un relevé. Inclut des paiements récurrents liés à un compte de consultation enregistré sous le nom de Vanessa Carril. La poitrine de Claire se serra immédiatement. Vanessa, la femme du message texte, je crois qu'elle travaille avec lui. L'expression de Denise changea subtilement, pas de surprise, plutôt une confirmation. Je suppose qu'elle est plus impliquée que cela. Claire regarda par la fenêtre du bureau vers la rue enneigée en contrebas, tandis que l'humiliation rampait lentement dans son corps. Soudain,
des dizaines de petits moments commencèrent à se réorganiser en quelques chose de plus laid. Ethan travaillait constamment tard, ses voyages d'affaires augmentaient au cours de la dernière année, son obsession soudaine pour la forme physique et les vêtements chers. Après 40 ans, Claire s'était dit qu'elle était trop mature pour être obsédée par la tromperie. Maintenant, elle réalisa qu'elle avait simplement évité la réalité. « Que dois-je faire » demanda-t-elle doucement. Denise joignit les mains. « Premièrement, cessez de supposer que votre mari négocie de bonne foi. » La phrase atterrit lourdement. Deuxièmement, continua Denise, ne faites absolument rien d'impulsif. Pas de confrontation, pas de message de colère, pas de scènes émotionnelles. Les hommes qui cachent des biens pendant un divorce croient généralement que leurs femmes réagiront émotionnellement plutôt que stratégiquement. Claire laissa échapper un lent soupir. Stratégiquement. Le mot lui semblait étrange appliqué à son propre mariage. Denise glissa le dossier sur le bureau. Si vous signez ces papiers demain, vous pourriez perdre une somme d'argent substantielle à laquelle vous avez légalement droit. Claire hocha la tête une fois. Puis Denise ajouta doucement, et si votre mari a utilisé des fonds matrimoniaux de manière inappropriée pendant une liaison, les juges ont tendance à le prendre personnellement. Pour la première fois depuis la nuit dernière, Claire ressentit autre chose que de la douleur. Elle ressentit de la colère. Une colère froide, contrôlée, pas le genre explosif qui brise les assiettes ou inspire des discours dramatiques. Ce genre était plus silencieux, plus dangereux. C'était la colère d'une femme qui réalisait qu'elle avait été sous-estimée. Quand Claire rentra chez elle ce soir-là, Ethan était déjà là, cuisinant des pâtes dans la cuisine comme s'il était encore une famille normale discutant de choses ordinaires. L'odeur de l'ail et de la sauce tomate emplissait la maison. Il leva les yeux nerveusement quand elle entra. « Ça va » demanda-t-il. Claire l'étudia un long moment. Cet homme avait partagé son lit pendant 14 ans. Il savait comment. Elle prenait son café, quelle chanson la faisait pleurer, comment ses mains tremblaient après des opérations difficiles, et quelque part en chemin, il s'était encore convaincu qu'il pouvait la manipuler pour qu'elle s'en aille tranquillement, pendant qu'il se protégeait financièrement. Cette prise de conscience lui faisait plus mal que la liaison elle-même. Claire posa son sac à main calmement. « Longue journée, dit-elle. » Ethan se détendit légèrement. Puis il sourit, et pour la première fois de son mariage. Claire sourit en retour, tout en planifiant silencieusement sa destruction. Au cours des 10 jours suivants, Claire découvrit quelque chose de profondément troublant à propos de la tromperie. Ceux qui la pratiquaient ne se croyaient que rarement des méchants. Ethan lui tenait toujours les portes, lui demandait toujours si elle voulait du café le matin, rappelait toujours à Lily de porter un manteau plus épais avant l'école. Car les vents de mars autour de Chicago pouvaient devenir brutaux sans avertissement. Si un étranger les observait avec désinvolture, il aurait vu un couple de banlieue fatigué, gérant un divorce avec une maturité surprenante. C'est ce qui le rendait si dangereux. Les gens cruels étaient faciles à craindre. Les gens polis, qui détruisaient tranquillement votre vie, étaient beaucoup plus difficiles à combattre. Claire suivit les conseils de Denise Holloway à la lettre. Elle ne confronta pas Ethan au sujet des comptes cachés. Elle ne mentionna plus Vanessa. Surtout, elle ne le laissa pas réaliser qu'elle avait cessé de lui faire confiance. Au lieu de cela, elle joua le rôle qu'il attendait clairement d'elle. Émotionnellement épuisée, dépassée, désireuse de maintenir la paix. Et Ethan le crut. Cette partie lui brisa presque plus le cœur que l'affaire elle-même, car cela signifiait qu'il la pensait sincèrement prévisible. Chaque soir, Claire s'asseyait en face de lui à la table de la cuisine, faisant semblant de discuter de logistique tout en l'étudiant secrètement comme une étrangère. Elle remarquait à quel point il choisissait ses mots avec soin maintenant. Combien de fois il présentait des décisions égoïstes comme des préoccupations
Pour la famille. Nous devrions probablement vendre la maison rapidement avant que les taux d'intérêt ne changent à nouveau. Tu n'as pas besoin de te stresser à examiner chaque détail financier. Je veux juste que ce processus reste respectueux. Respectueux. Le mot était devenu un camouflage. Pendant ce temps, Denise et sa comptable judiciaire commencèrent tranquillement à tirer des ficelles qu'Ethan avait apparemment supposé que personne n'examinerait jamais. À la fin de la première semaine, le tableau devint bien plus laid que ce que Claire attendait. Les comptes d'investissement manquants n'étaient que le début. Ethan avait également redirigé des primes de performance vers une LLC secondaire, indirectement liée à Vanessa Carril. Des milliers de dollars, étiquetés comme des versements de consultation, transitaient par des comptes que Claire n'avait jamais vus auparavant. Denise l'appela jeudi après-midi, après avoir examiné un autre lot de dossiers financiers. Votre mari est soit imprudent, dit-elle sans détour, soit il pense que vous êtes trop intimidé pour le contester. Claire se tenait près d'une armoire de fourniture à l'hôpital, serrant son téléphone, tandis que des infirmières se déplaçaient autour d'elle en blouse bleue. Peut-il vraiment s'en tirer? Pas si nous documentons tout correctement. Claire ferma brièvement les yeux. Jusqu'à présent, une partie d'elle espérait toujours qu'il y avait un malentendu enfoui sous tout cela, une explication qui préserverait au moins un fragment de l'homme qu'elle avait épousé. Mais les chiffres ne mentaient pas émotionnellement. Ils existaient simplement. Et les chiffres étaient laids. Cette nuit-là, Ethan rentra chez lui, inhabituellement joyeux. J'ai fait des réservations pour vendredi, annonça-t-il en défaisant sa cravate près de la porte d'entrée. Claire leva les yeux du canapé. Pourquoi? Dîner? Quelque part de sympa. Il haussa les épaules, décontractées. Je pensais que nous devrions peut-être parler avant la médiation de la semaine prochaine. Claire faillit rire de l'absurdité. Il essayait de l'amollir, encore une fois. Bien sûr, dit-elle doucement. Pendant une fraction de seconde, Ethan sembla soulagé. Le restaurant qu'il avait choisi surplombait la rivière Fox, un de ces endroits haut de gamme, avec un éclairage tamisé, du bourbon cher, et des couples faisant semblant de ne pas regarder les téléphones des autres pendant le dîner. Claire portait une robe pull noire et un maquillage minimal, juste assez pour avoir l'air composé sans donner l'impression d'avoir trop forcé. Ethan le remarqua immédiatement. Tu es belle, dit-il en s'asseyant. Merci. Pendant les 20 premières minutes, ils discutèrent de choses inoffensives. Les notes de Lily, les pénuries de personnel à l'hôpital, si Claire prévoyait de garder le Labrador après le divorce. Toute la conversation semblait surréaliste, comme deux acteurs jouant un mariage de mémoire. Puis Ethan s'adossa à sa chaise avec précaution. Je sais que ça n'a pas été facile, dit-il. Claire remua son vin lentement, mais je pense que nous l'avons géré mieux que la plupart des gens. C'était encore là. Le récit qu'il voulait désespérément préserver. Nous sommes civilisés, matures, justes. Claire finit par le regarder directement. Crois-tu vraiment ça? Ethan hésita juste assez longtemps pour répondre accidentellement à sa question. Claire. Non, sérieusement. Continua-t-elle doucement. Penses-tu que tu as été juste avec moi? Une ombre traversa son visage, prudente maintenant. Je pense que nous avons tous les deux fait des erreurs. Cette phrase l'exaspéra instantanément à cause de sa dilution si prudente. 14 ans passés ensemble réduits à un vague échec partagé, tandis qu'il siphonnait secrètement de l'argent derrière son dos. Mais Claire se contenta de hocher la tête. Tu as probablement raison. Ethan se détendit de nouveau. Voir la sous-estimer en temps réel devint étrangement clarifiant. Claire réalisa que la plus grande faiblesse d'Ethan n'était pas l'avidité, ni même l'infidélité. C'était l'arrogance.
Il croyait sincèrement contrôler la température émotionnelle de chaque pièce où il entrait. Le mardi suivant, Denise découvrit le détail qui changea tout. Claire était assise dans sa voiture devant une épicerie quand Denise appela. « Il faut que vous vous asseyiez avant que je n'explique ça, dit-elle immédiatement. Le pouls de Claire s'accéléra. Que s'est-il passé? Le compte d'épargne pour l'éducation de votre fille. Silence. Claire serra plus fort le volant. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Il y a beaucoup moins d'argent dedans qu'il ne devrait y en avoir. Pendant une seconde, Claire arrêta littéralement de respirer. Non. Je suis désolé. Claire secoua la tête automatiquement, même si Denise ne pouvait pas la voir. Non, Ethan ne toucherait jamais au fonds d'études de Lily. Mais même en prononçant ces mots, elle savait déjà mieux. La voix de Denise s'adoucit. Au cours des 18 derniers mois, près de 60 000 $ ont été retirés. Claire regarda à travers le pare-brise, tandis que la pluie froide glissait lentement sur la vitre à l'extérieur. Où est passé cet argent? Une pause. Principalement dans les mêmes comptes secondaires liés à Vanessa Carril. Claire couvrit sa bouche de sa main. Pas à cause de l'argent, car soudain, chaque excuse restante s'effondra. Les liaisons étaient égoïstes. Les comptes cachés étaient cruels. Mais prendre de l'argent de l'avenir de sa fille pour financer une autre vie avec une autre femme exigeait un niveau de décadence morale que Claire pouvait à peine comprendre. Et le pire, Lily adorait son père. Cette nuit-là, Ethan rentra à la maison, emportant des plats à emporter d'eux. L'endroit italien préféré de Claire, souriant comme un homme sûr que la partie là plus difficile de sa vie était presque terminée. Claire le regarda déposer les récipients de nourriture sur l'îlot de la cuisine, tout en parlant de politique. Au travail en ville. Ça va, demanda-t-il finalement. Claire réalisa qu'elle le fixait depuis trop longtemps. Juste fatigué. Ethan s'approcha, baissant instinctivement la voix. Tout cela sera bientôt terminé. La phrase atterrit différemment maintenant. Non pas réconfortante, mais menaçante. Claire l'imaginait soudain en train de construire une autre vie. Déjà, un appartement en ville. Vanessa à ses côtés, Lily en visite tous les deux. Week-end, pendant qu'Ethan jouait la réinvention réussie. Et tout cela, financé en partie par de l'argent volé à l'avenir de leur fille. Quelque chose en Claire durcit alors de façon permanente. Non pas de la rage. Une résolution. Elle sourit faiblement. Oui, dit-elle. Ça le sera. 2 jours plus tard, la médiation commença. Ethan arriva vêtu d'un costume anthracite et l'expression confiante d'un homme qui s'attendait à de la paperasse, pas à des conséquences. Claire remarqua Vanessa immédiatement, à travers la fenêtre de la salle de conférence, avant même le début des procédures. Grande, soignée, plus jeune que Claire d'au moins 10 ans, et belle, d'une manière agressivement soignée, typique des femmes qui traitent l'attractivité comme un sport de compétition. Vanessa était assise près de l'ascenseur, faisant défiler son téléphone, tout en faisant semblant de ne pas regarder vers les bureaux de médiation. En attente. Claire l'a presque plainte, parce que les femmes comme Vanessa croyaient toujours qu'elles entraient dans une histoire d'amour, au lieu de se tenir près du rayon d'action de la destruction d'une autre femme. Ethan toucha le coude de Claire doucement avant d'entrer dans la salle de conférence. Quoi qu'il arrive, dit-il doucement, je veux que nous restions respectueux pour Lily. Claire regarda sa main sur son bras. Puis elle plongea son regard dans le sien. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert le message texte, elle ne ressentit absolument plus aucun désir de le protéger. Bien sûr, dit-elle. Doucement. Puis elle entra dans la pièce, portant suffisamment de preuves pour ruiner toute sa vie. Claire s'imaginait que la vengeance serait explosive. Elle s'imaginait crier, une humiliation publique, la satisfaction de voir enfin Ethan paniquer,
comme il l'avait fait paniquer pendant des mois. Au lieu de cela, lorsque le moment arriva, la pièce était d'un silence presque insupportable. Le bureau de médiation occupait le 12e étage d'un immeuble en verre surplombant le centre-ville de Nippeville. Des murs beiges, des œuvres d'art neutres, une station à café dans un coin à côté de pâtisseries intouchées que personne ne semblait émotionnellement capable de manger. L'environnement entier était conçu pour que l'effondrement émotionnel apparaisse professionnel. Claire était assise à côté de Denise Holloway à une extrémité de la table de conférence polie, tandis qu'Ethan s'installait en face d'eux avec son avocat, Richard Levançon. Un homme aux cheveux argentés dont la montre coûteuse annonçait pratiquement les heures facturable à chaque fois qu'il bougeait son poignet. Au début, tout se déroula exactement comme Ethan s'y attendait. Partage des biens, compte de retraite, calendrier de garde pour Lily. Le langage restait calme, technique, émotionnellement stérilisé. Claire admirait presque l'efficacité avec laquelle le système juridique traduisait le chagrin en pourcentage et en signature. Ethan parla avec assurance tout au long des discussions préliminaires. Non pas avec arrogance, il était trop intelligent pour cela, mais avec le calme contrôlé de quelqu'un qui croyait que l'issue était déjà assurée. Toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil attentif à Claire, vérifiant probablement si elle semblait dépassée. Alors, Claire s'assura de l'être. Elle garda les épaules légèrement tendues, ses réponses courtes, son expression fatiguée. Denise s'occupa de la majeure partie de la discussion, tandis que Claire examinait tranquillement les documents devant elle. Puis la conversation se tourna vers les divulgations financières, et l'atmosphère changea instantanément. Richard fit glisser un dossier vers l'avant. Mon client estime que le règlement proposé reflète une division juste et équitable des biens matrimoniaux. Denise hocha la tête poliment. J'en suis sûr. Claire vit Ethan jeter un bref coup d'œil à son avocat, confus par le ton. Denise ouvrit son dossier lentement, délibérément, puis en retira plusieurs relevés financiers imprimés et les posa sur la table un par un. Le bruit du papier glissant sur le bois poli sembla soudain très fort. Ces comptes, dit Denise calmement, n'ont pas été inclus dans les divulgations de Monsieur Morrison. Ethan se figea presque imperceptiblement. Richard ajusta ses lunettes. Je suis désolé. Denise fit glisser un autre relevé vert. L'avant et, ceci non plus. Claire observa le moment exact où Ethan comprit ce qui se passait. Tout son corps changea. Non pas de façon dramatique. Ethan était trop contrôlé pour cela, mais sa mâchoire se serra légèrement et une main se recroquevilla contre la coudoir sous la table. Richard fronça les sourcils en examinant les documents. Ethan, il doit y avoir un malentendu, dit Ethan rapidement. Claire faillit rire. Cette phrase encore. Denise resta parfaitement calme. Il n'y a pas de malentendu. Nous avons retrouvé plus de 200 000 $ d'actifs non divulgués, liés à des entités financières secondaires. Richard se tourna lentement vers Ethan, son expression durcissant maintenant. Pourquoi est-ce que je vois ça pour la première fois? La contenance d'Ethan se fissura légèrement. Ce sont des comptes liés aux affaires, financés avec des revenus matrimoniaux, répondit Denise immédiatement. Silence. Claire resta immobile, tandis que la pièce commençait à s'effondrer autour d'Ethan, pièce par pièce. Pour la première fois depuis que leur mariage avait commencé à se défaire, elle comprit quelque chose d'important. Le pouvoir n'était pas bruyant. Le vrai pouvoir était la préparation. Richard retira ses lunettes avec précaution. Ethan, n'avez-vous pas divulgué des comptes financiers lors de la médiation de divorce? C'est plus compliqué que ça. Claire admirait presque la constance de ses excuses. La voix de Richard s'aiguisa. C'est en fait extrêmement simple.
Ethan regarda Claire, comprenant. Enfin qu'elle savait tout. La trahison dans son expression aurait été risible. Dans d'autres circonstances. Comme si elle avait en quelque sorte violé la confiance, Denise continua avant qu'Ethan ne puisse se reprendre. Nous avons également découvert des transferts financiers répétés liés à une personne nommée Vanessa Carril. Ce nom atterrit comme une grenade. Richard ferma brièvement les yeux. Ethan pâlit et Claire réalisa soudain quelque chose de fascinant. Ethan ne s'attendait jamais à ce que les conséquences deviennent réelles. Quelque part au fond de lui, il croyait sincèrement que le charmer. La confiance continuerait de le porter en toute sécurité, comme il l'avait toujours fait auparavant. Des hommes comme Ethan confondaient, retardaient les conséquences avec une immunité permanente. Richard se pencha lentement en avant. S'il vous plaît. Dites-moi que vous n'avez pas redirigé les biens matrimoniaux vers une liaison. Personne ne répondit, car aucune réponse n'existait qui puisse le sauver. Maintenant. La médiation s'interrompit brièvement après cela. Ethan suivit Claire dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, tandis que les avocats restaient à l'intérieur pour examiner les documents. Son visage semblait différent maintenant, mis à nu, frénétique sous l'extérieur. Professionnel soigné qu'il avait maintenu pendant des années. Claire, dit-il. Doucement, s'il te plaît, ne fais pas ça. La phrase l'étonna. Non pas à cause de ce qu'il dit. À cause de ce qu'il ne dit pas. Pas, je suis désolé. Pas, je t'ai fait du mal. Juste de la panique face aux conséquences. Claire croisa fermement les bras contre l'air froid du couloir. Tu as déjà fait ça, Ethan. Tu ne comprends pas à quel point tout est devenu compliqué. Elle le regarda, puis posa enfin la question qui lui rongeait la poitrine depuis des jours. As-tu vraiment pris de l'argent du fonds d'études de Lily? Le silence d'Ethan répondit en premier. Puis il détourna le regard. C'était temporaire. Claire tressaillit physiquement. Temporaire. Comme si la trahison devenait moindre lorsqu'elle était qualifiée de stratégique. J'allais le remplacer quand, je ne sais pas. Pour Vanessa? Ethan se frotta les deux mains sur le visage. Ce n'était pas à propos d'elle. Claire rit doucement alors, mais le son ne portait aucune chaleur. C'est le problème, murmura-t-elle. Je ne pense même plus que tu saches de quoi il s'agissait. Pendant une seconde, Ethan parut sincèrement épuisé, plus vieux, plus petit en quelque sorte. Elle m'a fait sentir, il s'arrêta. Claire attendit. Important, avoua-t-il doucement. L'honnêteté de cela frappa plus fort. Qu'aucune excuse n'aurait pu le faire. Pas l'amour, pas la passion, la vanité. 14 ans de mariage détruits parce qu'une autre femme le faisait se sentir important. Claire le regarda, debout dans un costume cher, devant un bureau de médiation. Terrifiée à l'idée de perdre l'argent qu'il avait déjà tenté de voler. Et soudain, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Non pas de l'amour, non pas de la haine, mais de la pitié. Parce qu'Ethan avait échangé tout ce qui avait du sens dans sa vie contre le frisson temporaire de se sentir admiré. Et maintenant, même cette illusion s'effondrait. À leur retour dans la salle de conférence, les négociations tournèrent au brutal. Richard, maintenant pleinement conscient que son client avait dissimulé des actifs, passa immédiatement en mode de gestion des dégâts. Denise présenta méthodiquement les historiques de transactions, les comptes cachés, les transferts de consultation, et enfin les retraits du fonds d'études. Indirectement liés à Vanessa. À la fin, même le médiateur parut dégoûté. Ce comportement ne sera pas bien vu. Par le tribunal, prévint-il Ethan sans détour. Personne n'eut besoin de plus d'explications. Les juges de l'Illinois ne réagissaient pas favorablement à la malhonnêteté financière pendant les procédures de divorce, surtout lorsque des fonds d'enfants étaient impliqués. Ethan parla à peine pendant le reste de la
Session. Pendant ce temps, Claire resta calme. Non pas triomphante, juste calme. Car, quelque part au cours des 2 dernières semaines, la vengeance avait tranquillement évolué en quelque chose d'autre. De la clarté. Le mariage était terminé bien avant qu'Ethan ne monte dans son lit, murmurant, une dernière fois. Claire ne l'avait simplement pas encore accepté. Maintenant, elle l'avait fait. Quelques heures plus tard, après des révisions de documents et des négociations d'urgence, le règlement changea radicalement. Claire conserva une part substantiellement plus importante des biens communs, une protection des fonds d'études de Lily et le droit de demander une révision financière supplémentaire. Si d'autres divergences apparaissaient, Ethan signa tout, les mains tremblantes. L'ironie semblait presque poétique. Au final, c'est lui qui se retrouva acculé à signer les papiers rapidement. Alors que Claire sortait du bâtiment au coucher du soleil, elle remarqua Vanessa debout près des ascenseurs, exactement là où elle avait été plus tôt ce matin-là. Seulement, maintenant, elle semblait nerveuse. Ethan s'approcha d'elle, à quelques mètres derrière Claire, parlant urgemment à voix basse que Claire ne pouvait pas entièrement entendre. Mais elle en saisit assez. Pas ici. Tu as dit que tout était réglé. Je ne savais pas. Claire continua à marcher, car soudain, elle comprit une autre vérité douloureuse sur les liaisons. Le fantasme ne survit que tant que quelqu'un d'autre absorbe les dégâts. Dehors, un vent glacial balayait le parking souterrain, tandis que Claire serrait son manteau. Son téléphone vibra dans son sac à main quelques instants plus tard. Un message d'Ethan. Pouvons-nous parler ce soir, s'il te plaît? Claire fixa le message pendant plusieurs secondes. Puis elle verrouilla l'écran sans répondre. Pendant 14 ans, elle avait construit sa vie autour de la compréhension d'Ethan Morrison, de ses humeurs, de ses ambitions, de ses insécurités, de ses déceptions. Et maintenant, seule sous un ciel de l'Illinois qui s'assombrissait, Claire réalisa qu'elle ne lui devait plus ce travail. C'était ça, la vraie fin du mariage. Pas la paperasse, pas l'affaire. Le moment où elle cessa de porter le poids émotionnel qu'il avait abandonné il y a longtemps. 3 semaines après la médiation, Ethan perdit son emploi. Pas officiellement à cause de l'affaire. Les entreprises formulaient rarement les choses honnêtement. L'enquête interne se concentra sur les irrégularités financières liées au remboursement de dépenses et aux conflits d'intérêts non divulgués impliquant Vanessa Carril. Claire n'apprit les détails que parce que Richard Levançon contacta Denise Holloway, demandant sa coopération concernant plusieurs examens de comptes liés aux divulgations de divorce. Apparemment, l'entreprise d'Ethan devint très intéressée une fois que des transactions cachées commencèrent à apparaître dans des documents légaux. Vanessa démissionna 2 jours plus tard. À ce moment-là, la majeure partie des dégâts avaient déjà échappé au confinement. Le monde professionnel de banlieue autour de Chicago se déplaçait étrangement vite lorsque le scandale entrait dans la circulation sanguine. Des rumeurs circulaient sur les quais de gare, lors des happy hours de bureau, dans les vestiaires de salles de sport, aux galas de bienfaisance. Claire entendait des fragments de l'histoire de seconde main par des voisins et des collègues qui parlaient prudemment autour d'elle, prétendant la discrétion tout en recueillant discrètement des détails. Ethan déménagea dans un appartement meublé près de Downers Grove après avoir vendu sa BMW. Vanessa disparut complètement, et pour la première fois en près de 15 ans, Claire vécut dans une maison qui semblait émotionnellement silencieuse. Au début, le silence l'effraya. Puis lentement, presque avec prudence, elle commença à l'apprécier. Un dimanche matin d'avril, Claire se tenait pieds nus dans la cuisine, faisant du café tandis qu'une pluie douce tapait contre les fenêtres. Lily était assise au comptoir, mangeant des céréales et faisant défiler son téléphone avant de lever soudain les yeux. « Tu sembles différente ces derniers temps, dit-elle. Claire sourit faiblement.
différente bien où? Différente effrayant? Bien. Lily haussa les épaules. Plus légère, je suppose. Le commentaire resta avec Claire toute la journée, car les enfants remarquaient aussi la liberté. Le divorce fut officiellement prononcé début mai. Pas de confrontation dramatique au tribunal, pas de discours cinématographique. Juste des signatures, des confirmations légales et cette étrange sensation d'anticlimax qui accompagnait les grands changements de vie. Claire sortit du palais de justice, tenant un dossier en cuir et une fatigue si profonde qu'elle se sentait cellulaire. 14 ans réduits à des documents. Pourtant, il y avait un soulagement enfoui sous le chagrin. Pas exactement du bonheur, mais un soulagement, comme survivre à une opération après des mois de douleur. Ce soir-là, Ethan appela inopinément. Claire pensa l'ignorer, puis répondit quand même. « Salut, dit-il doucement. » Sa voix sonnait différemment. Plus mince, comme dépouillée de la confiance sans effort qu'il avait portée pendant des années. « Salut. » Un long silence suivit. « J'ai entendu dire que Lily avait été acceptée au programme d'été de Northwestern, dit-il finalement. « Oui. C'est génial. » Claire s'appuya contre le comptoir de la cuisine, regardant vers l'arrière-cour, où l'hiver commençait enfin à desserrer son emprise sur l'Illinois. « Qu'est-ce que tu veux, Ethan ?» Un autre silence. Puis, enfin, « Je crois que je te dois des excuses. » Claire ferma brièvement les yeux. Les mots arrivaient des mois trop tard. Mais étrangement, elle réalisa qu'elle n'en avait plus besoin, comme elle l'avait cru autrefois. « Je sais que dire pardon ne répare rien, » continua Ethan. « Mais j'ai besoin que tu saches que je n'essayais pas de te détruire. » Claire faillit répondre immédiatement. Puis se retint, car elle comprit soudain quelque chose d'important. La plupart des gens ne décident jamais consciemment de ruiner quelqu'un qu'ils aiment. Ils se priorisent simplement à répétition, jusqu'à ce que la destruction devienne inévitable. Tu ne t'es pas réveillé un jour en voulant me faire du mal, dit Claire doucement. Tu as juste continué à te choisir toi-même, chaque fois que cela comptait. Ethan inspira de manière hésitante à l'autre bout du fil. C'est probablement vrai. Dehors, l'eau de pluie glissait lentement sur les portes vitrées du patio. Claire se souvint de l'homme qu'elle avait épousé à 24 ans. Ambitieux, drôle, insécurisé sous le charme. À l'époque, Ethan parlait du succès comme si c'était quelque chose de sacré, attendant juste hors de portée. Plus d'argent, de meilleurs quartiers, de plus grandes opportunités. Et quelque part en chemin, il commença à mesurer la valeur humaine à travers l'admiration. Vanessa n'avait pas détruit leur mariage. Elle était simplement arrivée après. Qu'Ethan se soit déjà vidé en courant après la validation. « Je t'ai vraiment aimé, » dit-il doucement. Claire le crut. C'était la partie tragique. Les gens pouvaient vous aimer profondément et pourtant vous trahir complètement. Les deux choses n'étaient pas mutuellement exclusives. « Je sais, » répondit-elle. Un autre long silence s'installa entre eux, plus doux cette fois. Puis Ethan reprit la parole. « Quand je suis monté dans ton lit. » Cette nuit-là, il s'arrêta brièvement. Une partie de moi voulait vraiment que les choses redeviennent réelles, ne serait-ce que quelques minutes. Claire regarda sa bague de mariage posée dans un petit plat en céramique près de l'évier. Elle avait cessé de la porter des mois auparavant, mais n'avait jamais réussi à la jeter non plus. « Et l'autre partie ?» demanda-t-elle. Ethan expira lourdement. L'autre partie était terrifiée. Enfin. La vérité. Pas la romance. Pas la passion. La peur. La peur de perdre de l'argent. La peur de l'échec, la peur que les conséquences ne le rattrapent d'un seul coup. Claire réalisa qu'elle ne ressentait plus de colère en l'entendant. Seulement de la fatigue.
J'espère que tu te retrouveras un jour, dit-elle honnêtement. Ethan rit doucement, douloureusement. Je commence à penser que ça pourrait me prendre le reste de ma vie. Une fois l'appel terminé, Claire resta seule dans la cuisine pendant plusieurs minutes, écoutant la pluie contre le toit. Puis, elle ramassa sa bague de mariage et la remit doucement dans le tiroir. Non pas parce que les souvenirs disparaissaient, mais parce que les souvenirs n'avaient plus besoin de la contrôler. En juin, Claire vendit la maison à Nipville. La garder n'avait plus de sens, financièrement ou émotionnellement. Trop de fantômes y vivaient. Des disputes englouties dans le silence. Des dîners solitaires, des années passées à se rabaisser pour préserver la paix. Elle acheta une petite maison de ville plus près du lac, près d'Eveston, un endroit plus calme, plus simple, rempli de lumière du soleil au lieu de performance. La première nuit là-bas, Lily aida à déballer les cartons tandis que de la musique jouait doucement dans les pièces vides. Sans vouloir t'offenser, dit Lily en ouvrant des fournitures de cuisine, mais papa n'a jamais vraiment aimé ce genre d'endroit. Claire regarda la modeste maison de ville, avec ses planchers grinçants et son escalier étroit. Je sais. Lily sourit légèrement. C'est probablement pour ça que tu l'aimes. Claire rit pour la première fois depuis ce qui lui semblait des années, et le son les surprit toutes les deux. Au cours des mois suivants, la vie se reconstruisit lentement de manière ordinaire. Claire s'inscrivit à un programme avancé d'administration des soins de santé, qu'elle avait reporté parce qu'Ethan le trouvait peu pratique. Elle recommença à dormir des nuits entières, commença à lire des romans au lieu de regarder fixement des écrans de télévision à côté de quelqu'un d'absent émotionnellement. La guérison, découvrit-elle, arrivait rarement de manière spectaculaire. Elle arrivait tranquillement, en faisant ses courses seule sans anxiété, en buvant du café les matins paisibles, en réalisant qu'on ne vérifiait plus la position émotionnelle de quelqu'un avant de prendre des décisions. Un soir vers la fin de l'été, Claire effaçait de vieilles photos et messages de son téléphone. Quand elle tomba sur une capture d'écran qu'elle avait oubliée. Le message. Texte. A-t-elle déjà tout signé? Pendant un instant, le souvenir la frappa de nouveau. L'obscurité de la chambre, Ethan à ses côtés, l'instant exact où son mariage se transforma en quelque chose d'inconnaissable. Des mois plus tôt, ce message l'avait glacée. Maintenant, il la rendait simplement triste. Triste pour la femme qui croyait encore que l'amour garantissait automatiquement la loyauté. Triste pour l'homme qui avait troqué sa famille contre son ego. Triste de voir à quel point les gens détruisaient facilement de bonnes choses en courant après. Des illusions temporaires. Claire regarda la capture d'écran une dernière fois. Puis la supprima définitivement. Non pas par pardon, et non pas parce qu'Ethan méritait l'absolution, mais parce que porter la douleur éternellement ne faisait que prolonger la trahison originale. Certaines vengeances satisfaisaient la colère. La meilleure vengeance restaurait la liberté. Cette nuit-là, Claire était assise sur son petit balcon, surplombant le lac Michigan, tandis qu'un vent chaud soufflait doucement dans l'obscurité. À l'intérieur, Lily riait à quelque chose. À la télévision, en sécurité et en guérison et toujours capable de joie malgré tout. Claire ferma brièvement les yeux, et pour la première fois depuis des années, son avenir ne lui semblait plus quelque chose à survivre. Cela lui semblait quelque chose qui attendait de commencer. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour réfléchir aux personnes en qui nous avons confiance, aux limites que nous ignorons et à la force qu'il faut pour se reconstruire après une trahison. Parfois, la vengeance la plus profonde n'est pas de détruire la personne qui vous a fait du mal. C'est de refuser de la laisser définir le reste de votre vie. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires émotionnelles et stimulantes comme celle-ci.